destination. La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Bonjour tout le monde. Alors, comme à l'accoutumée et comme chaque samedi, nous sommes au rendez-vous avec la chronique Destination Tourisme. Je profite de l'occasion pour remercier vivement tous nos chers auditeurs et toutes nos chères auditrices pour les messages postés en inbox sur la page Facebook de la chronique. Alors aujourd'hui, nous avons parmi nous un invité. Et quel invité, hein? Un calibre certain. Il s'agit de monsieur Omar Cherif. Il est le directeur général du parcours de golf Citrus Golf Club à Hammamet. Il est également le trésorier de la FI2T, c'est la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. Bonjour monsieur Omar et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour, c'est Mahdi. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs d'RTCI. Très bien, alors aujourd'hui on va parler donc du tourisme golfique en Tunisie. Absolument. Très bien. Alors on va commencer par le marché national ou international? Je pense qu'on va commencer par le marché international, ce qui est le plus important pour nous. Très bien. Parce que le golf en Tunisie s'est développé depuis 1979 pour pouvoir attirer des golfeurs touristes européens, oui, qui viendraient, et qui viennent là actuellement, en hiver jouer leur passion, qui est le golf. Très bien. Sur les parcours de Hammamet, de Sousse, de Djerba, de Monassir, de Tabarka, de Tunis. Nous avons autant de parcours en Tunisie, une dizaine à peu près? Nous en avons 9 actuellement, parce qu'il y en a un qui a fermé, qui est celui de Tozeur. Et les autres sont un peu répartis sur toutes les stations touristiques de Tabarka, Tunis, Hammamet, Sousse Kantaoui, Mstir, Djerba. D'accord. Alors, les plus gros marchés sur le marché international? Alors, le monde du tourisme golfique, on est en train de parler d'une population de 60 millions de golfeurs. Quand même, hein? Oui. Et il y a 3 grands marchés. Il y a le marché américain qui est le plus grand, qui est aux alentours de 25 millions de golfeurs, entre 25 et 30, parce qu'il y a les licenciés et ceux qui ne sont pas licenciés, donc et l'informel, d'accord, on va dire. Donc ils descendent vers les Caraïbes, vers l'Amérique du Sud en hiver, ou vers la Floride. Et le deuxième marché, c'est l'Asie, avec surtout le Japon et la Corée du Sud. Et les destinations golfiques, c'est l'Asie du Sud-Est, donc la Malaisie, l'Indonésie, la Chine aussi. Donc il y a plusieurs destinations radicales. Et le plus vieux marché, c'est le marché européen, qui est aux alentours de 7 à 8 millions de golfeurs. Mais il n'est pas le plus important, j'imagine, hein? C'est pas le plus important, parce que la population golfique est moins importante qu'ailleurs, mais c'est le plus vieux. Et de toute manière, c'est ce marché-là qui nous intéresse parce que toute cette population golfique, en hiver, descend vers l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Tunisie, la Grèce, l'Égypte, la Turquie, voilà. D'accord. Vers le bassin méditerranéen. Alors, la saison du golf, elle s'étale de quel mois à quel mois? Alors, ce qui est très intéressant pour une destination touristique comme la Tunisie, c'est effectivement remplir on va dire, de mai à septembre pour la saison estivale, mais c'est surtout trouver un moyen de pouvoir attirer une autre clientèle à partir d'octobre, ce qu'on appelle nous l'arrière-saison, donc d'octobre jusqu'à avril, mai d'après. Donc effectivement, dans les années fin 80-90, l'idée du ministère, c'était de développer des activités comme le golf et la thalassothérapie, qui se sont développées, pour pouvoir attirer cette clientèle à partir d'octobre jusqu'à avril. C'est un peu pour rallonger la saison estivale, absolument, qui est limitée à 3 mois de l'année. Absolument, et les hôtels souffrent à ce moment-là, donc on peut leur fournir une clientèle, en plus à haute valeur ajoutée par rapport à la clientèle balnéaire, parce que le golfeur dépense plus qu'un touriste lambda. Certainement, parce qu'il consomme aussi la thalassothérapie quand il vient. La thalasso, mais lui-même, au bidou, il ne vient pas pour le balnéaire, d'accord? Et c'est une clientèle qui a un pouvoir d'achat un peu plus important que la clientèle balnéaire. D'accord. Et est-ce que nous sommes en train de recevoir autant de golfeurs en Tunisie ou pas? Alors jusqu'en 2010, nous avons très bien travaillé, surtout les zones de Hammamet, Rantaoui et Djerba. Et à partir de 2011, avec tous les événements dans le pays et surtout le recul de l'aérien en hiver, à ce moment-là, on a eu beaucoup de mal à attirer la clientèle golfique. Pour quelle raison?
c'est uniquement l'image du pays, l'insécurité, l'instabilité politique et surtout l'accès aérien en hiver qui était très compliqué. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour y remédier? Voilà, donc on a essayé de travailler d'arrache-pied avec le ministère et les professionnels pour pouvoir réattirer cette clientèle-là et les partenaires. Donc tout devait démarrer en 2020 Oui. et il y a eu le Covid. D'accord. Qui a freiné tout ça et qui a retardé la reprise de notre activité qui est venue se confirmer à partir de fin 2022. Donc on a commencé à sentir que le flux revenait, l'aérien s'est remis un peu en place avec des charters, on parlera peut-être de l'expérience d'EasyJet sur Enfield qui est très intéressante. Et paraît-il que durant la période du Covid, il y a de nouveaux joueurs de golf qui ont... Il faut savoir que pendant le Covid, la seule activité qui était autorisée par les autorités dans les pays en Europe et même dans le monde... Parce que la distance, elle est respectée. La distance était respectée. En tout cas, c'était une des rares activités qui était possible. D'accord. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui avaient arrêté le golf qui se sont remis. Oui. Et plein de gens qui n'étaient pas golfeurs sont devenus golfeurs. D'accord. Donc, il y a eu effectivement un boom en 1 an et demi, 2 ans de nouveaux golfeurs en Europe. Très bien. Et est-ce que c'est bien pour nous ça? Oui, c'est très bien. Clients. Alors, c'est des tours opérateurs ou bien c'est des agences de voyage ou bien ils viennent individuellement, donc les golfeurs en Tunisie? Il y a de tout. D'abord, il faut comprendre que ce réservoir de golfeurs, ce sont des joueurs de golf qui sont membres dans leur club en Europe. D'accord. Et après, ils participent à des compétitions, j'imagine. Bien sûr, là-bas, c'est des compétitions. Ce sont des amateurs. On ne parle pas de professionnels. Professionnels, c'est autre chose. Les joueurs qui jouent, qui vivent de cette activité-là, c'est comme les joueurs de tennis professionnels amateurs. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc il y a des joueurs professionnels de golf. C'est une autre activité. Ils ne viennent pas en Tunisie. Et donc ils viennent quand les pros sont pas, ils ne jouent pas pour vivre de ça, mais ils enseignent l'activité. Ah, d'accord. Et ces gens-là descendent en groupe dans des destinations en hiver parce qu'ils ne peuvent pas enseigner dans leur parcours. Ils viennent. Donc ça, c'est une clientèle très intéressante pour nous. Donc ces golfeurs qui sont en Europe, comment ils s'organisent pour le tourisme? Comme toute activité touristique, les professionnels s'y sont intéressés. Alors que ça soit des grandes machines comme la TUI qui a la TUI, donc c'est le tour opérateur, un des tours opérateurs le plus gros, la TUI, l'un des plus allemands. Oui. Et ils ont leurs produits niche golf, les NB. Donc c'est développé autour de ça plein de petits tours opérateurs spécialisés golf qui eux ont un portefeuille de clients pas important, mais dans chaque pays vous trouverez en France il y a une quinzaine de tours opérateurs, en Allemagne il y en a beaucoup plus, dans les pays scandinaves il y en a aussi, donc tout ça est organisé pour pouvoir attirer cette clientèle là. Et sommes-nous compétitifs sur le marché international compte tenu donc des pays concurrents donc de la Méditerranée? Absolument. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de parcours de golf en Tunisie parce qu'on aurait pu jouer un rôle très très important parce que le problème auquel font face les tours opérateurs, c'est que les destinations les plus prisées comme le Portugal, le Maroc, l'Espagne, la Turquie ont augmenté énormément leur prix et il y a un problème de disponibilité de ce qu'on appelle tea time, c'est-à-dire l'heure de jeu pour que le client puisse aller jouer. D'accord. Okay. Donc c'est comme une non-disponibilité de nuitée dans un hôtel. Donc il y a un problème pour trouver de la place et il y a un problème au niveau du prix. Donc la Tunisie aujourd'hui se positionne dans un rapport qualité-prix intéressant, moins cher que la concurrence. Et donc voilà, donc on a vraiment un rôle à jouer. Et le nombre de parcours dont nous disposons aujourd'hui en Tunisie, est-ce qu'il est alors c'est bon ou on devrait avoir plus? Non, on devrait avoir beaucoup plus. Mais le plus, je vous explique, pardon. Oui. Aujourd'hui, jusqu'à quelques années, on avait 10 parcours de golf. Aujourd'hui, on en a 9 parce que Tozeur a fermé. Mais le problème, c'est que avoir une destination, un spot comme Khantaoui, comme Hammamet, où s'il y avait 10 parcours de golf, on aurait pu lancer la destination. C'est pas bien d'avoir des parcours de golf un peu partout en Tunisie, du nord au sud, c'est pas bien? C'est compliqué. Comment ça? C'est compliqué. Par exemple, un golf comme celui de Tabarka ou le golf de Tunis, qui n'a pas d'accès aérien. La route a été compliquée jusqu'à maintenant, elle s'est améliorée, mais c'est un parcours qui est magnifique. Donc il y a un problème d'infrastructure routière. Un seul golf. Oui. C'est compliqué à vendre pour les tours opérateurs, même si le golf est très beau.
Et qu'est-ce qu'ils cherchent les tours opérateurs? Logiquement, ce qu'ils veulent les tours opérateurs, c'est pouvoir proposer à leurs clients une diversité au niveau de l'expérience golfique, c'est-à-dire jouer au moins 3 ou 4 parcours de golf durant une semaine. Et les parcours de golf ne doivent pas être trop éloignés. Exactement. Il ne faut pas qu'on dépasse une demi-heure, 45 minutes vraiment pour d'un parcours à l'autre. Et est-ce qu'on a assez d'espace pour en créer d'autres en Tunisie? Le seul spot où on peut retrouver ça, c'est entre Hammamet et le Qantaoui. Et c'est les deux parcours qui marchent le plus d'ailleurs. Oui, absolument. Parce que entre Hammamet et Qantaoui, Sousse, vous avez 2 clubs à Hammamet, mais 3 parcours 18 trous à jouer. Et à 45 minutes à Qantaoui, vous avez encore 2 18 trous à jouer. Donc ça en fait 5 déjà. D'accord, ok. Et à 20 minutes de Qantaoui, il y a 2 parcours de golf, le Palm Links et le Flamingo aussi. Donc, alors si on parle dans un rayon de 1 heure, vous avez à peu près 6-7 parcours de golf à jouer. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le nombre de golfeurs qui viennent en Tunisie, est-ce que c'est assez important par rapport à la population mondiale? Non. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'encore une fois, si je reviens sur les chiffres jusqu'à 2010, où par exemple un parcours comme le mien, le Citrus, faisait 450 clients jour, de différentes nationalités, ce qu'on captait entre le Citrus, le Yasmine, je vais vous donner un chiffre, on faisait à peu près à l'époque 270 000 green fees. Green fees, ça veut dire un jeu 18 trous, oui. C'est un green fee. D'accord. Donc on faisait 250 000 green fees, 80% de ce volume-là était assuré par le Citrus, par le Yasmine, par Qantaoui et par Jerba. D'accord. Pourquoi? Oui, pourquoi? C'est la question, oui. Pourquoi? Parce que à Hammamet, il y avait un minimum de parcours de golf à jouer, ça c'est la première chose, un accès routier facile, l'autoroute, l'aéroport de Tunis qui dessert l'aéroport de Nfida et l'aéroport de Messil qui peut desservir. Et la même chose pour Qantaoui. Et Jerba, c'est la même chose. Et une offre hôtelière 4 et 5 étoiles, parce que c'est le segment que recherchent les golfeurs généralement, les hôtels 4 et 5 étoiles, étaient fournis sur Hammamet, sur Sousse et sur Jerba. D'accord. Bon, étant donné que le temps presse, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu donc du marché local, parce que pour finir en beauté, j'aimerais bien qu'on puisse parler donc de Tunisien qui a remporté une compétition, j'imagine. Hein? Absolument. Comment ça se passe en Tunisie alors? Donc nous, localement, il n'y a pas une population très grande, il doit y avoir 1200 peut-être golfeurs en Tunisie, entre les Tunisiens et les étrangers. Chaque parcours de golf a quelques membres chez soi. Oui. Donc on a des activités, une vie golfique locale qui est développée à travers les associations. Il y a des associations de golf dans chaque région qui développent les jeunes. Très bien. Les jeunes de tout milieu. Oui. C'est ça qui est très intéressant parce que c'est un levier social important. Très important. Oui. Comme le stipule le vainqueur là, du dernier. Qu'en cite, hein? Comment il s'appelle? Lies Barhoumi, qui est champion de Tunisie en titre. Ouais. Et qui a gagné, c'est le premier Tunisien qui a gagné un tournoi à l'international, donc l'Open de Jordanie. Super. Donc Sharaf, vraiment, il nous a honoré. Et c'est un garçon qui est sorti de la zone où on était nous au Citrus, qui a démarré avec l'association. Il a été bien formé alors. Oui, absolument. Il y a un travail aussi qui est mené par la Fédération tunisienne de golf avec son président Meher Bouchamewi, qui fait un travail important pour que nos joueurs au niveau de l'équipe nationale rayonnent au moins au niveau arabe et africain. Et la population qu'on a en Tunisie, c'est catégorie CSP+, ou? Oui, c'est vrai que les gens disent que ça coûte cher de jouer au golf. C'est pas totalement juste, parce que quand je compare aujourd'hui avec toutes les activités sportives qui sont proposées et les prix annuels des abonnements et tout, c'est un peu plus cher, mais ce n'est pas hors de prix, mais ça demande du temps. On peut donner une idée, un ordre d'idée pour ceux qui nous écoutent. Jouer chez moi à l'année, l'abonnement, il va coûter entre 2500 et 2800 dinars. Et c'est pareil pour les autres parcours? Il y a le matériel peut-être qui coûte un peu cher, mais c'est un investissement qui dure dans le temps. Absolument. Donc voilà, donc c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde, c'est le temps surtout, parce que jouer au golf, ça demande 4 heures. Entre arriver, enfin vous avez la moitié de la journée, donc il faut avoir le temps. C'est pour ça que la clientèle profession libérale est aussi importante dans ce moment. Les entrepreneurs, les personnes qui peuvent gérer leur temps, pas comme un salarié. D'accord. Et il y a des salariés aussi. Paraît-il, ceux qui jouent au golf, il y a parmi eux qui jouaient avant au tennis.
Donc, à un certain âge, peut-être ils n'ont plus la condition physique, alors ils font un genre de reconversion. Comment ça se passe? L'apprentissage du golf paraît quelque chose, ça peut paraître difficile. Oui. Donc il faut avoir un bon pro, un bon moniteur qui vous donne goût à cette activité-là. Mais c'est vrai que si on a joué au tennis à un certain niveau et on a été assez bon en tennis, souvent j'ai vu les joueurs de tennis être de bons joueurs de golf parce qu'il y a des similitudes au niveau du swing, au niveau du timing, voilà. Donc c'est intéressant dans ce sens-là. Très bien. Alors, est-ce que le golf, il a de l'avenir en Tunisie? On l'espère. On essaye, nous, à travers la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien, dont je suis le trésorier, à pousser cette activité-là pour que le ministère comprenne qu'on a besoin de développer cette activité-là. Hammamet, Sousse, Jelba a besoin de plus de parcours de golf. Et il faut inciter, comme l'ont fait le Maroc, comme l'ont fait la Turquie ou l'Espagne ou le Portugal, pour qu'on devienne vraiment une destination golfique, parce que le golf, en hiver, fera vivre toute la région, que ce soit les hôtels, les restaurants, les activités. C'est vraiment ça. Le golf n'est pas une activité accessoire au tourisme, c'est un produit qui, s'il est travaillé correctement, fait vivre pendant une période toute la chaîne de valeur du tourisme. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez un message à passer, par exemple, aux personnes qui puissent intervenir pour que le golf puisse prendre sa place? Moi, je reviens vers mon ministère de tutelle, qui est le ministère du Tourisme. D'ailleurs, de manière générale, j'aimerais que le ministère du Tourisme devienne un ministère régalien, parce que je trouve que le tourisme est et sera toujours un pilier de l'économie du pays. Et le golf peut jouer un rôle dans ça. Actuellement, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ne donne pas une idée claire. C'est-à-dire que si demain, il y a 10 parcours de golf à Hammamet, il y en a autant à Kantaoui, il y a 4 ou 5 à Jelba, je pense qu'on verra l'activité. Dans la mesure du possible, c'est-à-dire, est-ce que c'est faisable ou pas? Alors, il y a toujours une contrainte. C'est pour ça qu'on a besoin de l'État, parce qu'il y a toujours un problème de terrain et un problème d'eau. Oui. Je tiens à préciser aux auditeurs que les golfs ne sont pas irrigués avec des eaux de la nappe phréatique. Nous prenons les eaux de stations d'épuration recyclées depuis 79, avant tout le monde. 79, Kantaoui, le premier resort de tourisme golfique, était alimenté avec des eaux recyclées de l'ONAS. D'accord, ok. Très très bien. Merci beaucoup, monsieur Omar Sharif, de vous avoir comme invité parmi nous. Alors, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, je tiens à vous remercier de nous avoir bien suivis. Donc, notre chronique d'aujourd'hui, donc Destination Tourisme, touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, au revoir. Destination Tourisme. RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC.